le meilleur moment, c'est quand même peut-être plutôt de le faire maintenant. En fait, j'avais un souci de crédibilité, de légitimité. Et donc, du coup, on a fixé un rendez-vous et donc, c'est devenu mon premier client. Mon tarif, il a fait que d'augmenter tous les 6 mois on va dire pendant globalement 10 ans. Si vous êtes consultant et que vous vous posez la question de devenir freelance, le témoignage et le parcours de Romain vont beaucoup vous aider à y voir plus clair et savoir si c'est fait pour vous. Alors pas seulement parce que Romain est freelance depuis 10 ans, mais parce que en plus d'être freelance, il est aussi client de freelance. Donc il va nous expliquer dans cette interview tout son parcours, comment il s'est lancé, comment il a trouvé ses premiers clients, ce qui fait son succès aujourd'hui, quelles sont les erreurs qu'il a faites et qu'il vous conseille d'éviter. Mais il nous parlera aussi de comment il fonctionne avec les freelances, comment il les aborde quand il a une mission à confier. Ça va vous aider parce qu'il a l'œil du freelance et il a l'œil du client. Je vous laisse découvrir ça, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous parler de plusieurs choses qui vous aideront si vous décidez de vous lancer. Bonjour Romain. Bonjour Marion. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour échanger avec nous, moi et toutes les personnes qui nous regardent sur ton parcours. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je m'appelle Romain Rissouan, je suis consultant formateur en transformation digitale. Ça fait 10 ans que je fais ça maintenant. Et comme j'avais envie de faire d'autres choses en plus de mon activité de freelance, eh bien, j'ai lancé une société qui s'appelle Optedif Formation, qui est un organisme de formation professionnelle. D'accord. Et avant de te lancer à ton compte, qu'est-ce que tu faisais? J'étais étudiant. Ah, OK. D'accord. Donc, Ensuite, des études, tu es passé directement à un statut d'indépendant. c'est ça. En fait, j'ai essayé de réfléchir un peu à cette question parce que je me doutais que tu allais me la poser. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout à la base, j'étais pas très bon à l'école. Je me suis forcé de faire des études bac+5, comme on nous invite souvent à le faire. Mais je ne le sentais pas à ce coup-là. Je sentais bien qu'avec mon bac+5, ni fac, ni je sais pas, ni un peu trop généraliste, j'allais pas me trouver un poste avec une rémunération intéressante, avec des projets intéressants. J'ai senti que j'allais m'ennuyer pendant 2 à 5 ans dans une entreprise avant d'avoir un peu d'expérience et avant d'avoir un peu de légitimité. Et du coup, je me suis dit, ben, finalement, la meilleure façon d'avoir de la légitimité et de l'expérience à revenu égal, puisque de toute façon, je savais que j'allais être mal payé en tant que salarié, ben, c'était de me lancer en tant que freelance. Alors, au début, c'était pas sur ce que je fais maintenant, mais en tout cas, c'était ça ma position, en tout cas à l'époque, quoi. D'accord. C'était, Et il n'y a rien qui te freinait? Tu t'es pas dit, ça serait bien d'abord de prendre de l'expérience ou... Sincèrement, je vais te dire franchement ma pensée. Alors, des fois, il y en a qui me disent, mais en fait, tu es un psychopathe. En fait, Ah, à l'époque, je me suis dit la chose suivante. Euh, Quand j'aurai, donc là, en gros, j'avais à peu près 25 ans. Je me suis dit, bon, quand j'aurai 30 ans, j'aurai envie d'avoir des enfants. Quand j'aurai envie d'avoir des enfants, j'aurai besoin d'argent. Donc, ce ne sera pas le moment de me mettre en freelance. Quand je j'aurai comprends. 40 ans, il faudra que je leur paye des études. Quand j'aurai 50 ans, je serai trop vieux pour entreprendre, j'aurai peur de ne pas être dans le coup, etc. Quand je serai 60 ans, ben, je serai à la retraite. Alors, du coup, je me suis dit, le meilleur moment, c'est quand même peut-être plutôt de le faire maintenant quand j'avais Moins de 23 ans. contraintes, moins de responsabilités. Bon, bah Mhm. donc t'as plongé, quoi. Voilà. Après, je te cache pas que j'avais la boule au ventre un peu tous les matins quand je me réveillais quand même, hein. Ouais. Mais c'était mon défi personnel, donc Et on a alors, commencé du tout coup, ça. c'est quoi la première action que tu as faite quand tu as décidé de te lancer? Alors en fait, ça s'est pas passé très nettement cette histoire. Le point de départ, c'est que je voulais entreprendre, mais je ne savais pas sur quoi. Et donc je suis allé à un salon de la chambre de commerce, un salon de rencontre, et je suis tombé sur quelqu'un qui m'a défoncé mon projet. Ah, Donc, je voulais créer des sites internet à bas coût, c'était mon idée. En gros, j'avais l'idée de ce qu'est WordPress aujourd'hui, créer des sites en 2 secondes. Et il y a un gars qui m'a trucidé mon idée sur place. Et dans le même coup, dans le même échange, il y en avait un autre qui me proposait quelque chose. Elle me disait, viens, je vais te proposer un concept, on va se lancer, tu vas te lancer avec moi dans ce que je fais, etc. Et donc, du coup, je me suis retrouvé en tant que freelance, mais tutoré dans un métier que je ne connaissais absolument pas, c'était la finance. d'accord. Et ça m'a servi d'expérience pour me rendre compte que c'était pas ce que je voulais, mais pour autant me rendre compte que j'avais fait quelque chose qui était tellement dur, un métier que je connaissais pas,
Il fallait aller voir des gens et leur proposer les services du conseil financier. Et c'était tellement dur que quand j'en suis ressorti, je me suis dit que de toute façon, je pouvais faire n'importe quoi vu que j'en avais tellement marre. Si j'ai réussi à faire ça, j'arriverai à faire n'importe quoi. Voilà. C'était En ça. l'occurrence, il fallait aller voir des gens. Il fallait prospecter, en fait. Il fallait leur faire une étude patrimoniale. Et à partir de là, tu devais trouver le meilleur produit financier qui leur correspondait. D'accord. Et c'était super intéressant, mais c'était très… en fait, tu bossais tout le temps quand ta famille ou tes proches étaient eux-mêmes disponibles, c'est-à-dire le soir. En gros, tu faisais des rendez-vous le soir chez les gens. Et la journée, tu planifiais un petit peu ce que tu allais faire le soir. Mais bon, Ouais, ça devait c'était… empiéter beaucoup sur la vie perso, ça. Voilà, ouais, c'était surtout ça aussi qui posait problème. D'accord. Voilà. Et du coup, comment est-ce que tu as trouvé ton premier client sur tes prestations de freelance? Alors du coup, alors pour cette première expérience de 2 ans qui était en finance que j'ai pas duré longtemps, en fait, tout simplement, j'ai commencé à essayer de faire marcher un peu le réseau, mais ça marchait pas parce que j'étais trop jeune. Enfin, mon réseau en fait, j'avais un souci de crédibilité, de légitimité. Souvent, on parle quand, je sais plus comment on appelle ce syndrome d'ailleurs. De l'imposteur. L'imposteur, voilà, c'est ça. Le syndrome de l'imposteur. J'avais ce syndrome de l'imposteur, mais pas de moi vis-à-vis de moi-même, parce que c'est souvent un syndrome de l'imposteur, c'est souvent parce qu'on s'estime pas légitime. Ouais. C'est plutôt que mes proches me trouvaient pas légitime. C'est-à-dire que ça me ressemblait pas trop, en fait. C'est-à-dire de mettre un costume et d'être dans une phase de démarchage, ça me ressemblait pas. Et donc, du coup, mon Ils n'étaient pas réseau ne convaincus. m'a pas apporté grand-chose finalement dans mes débuts. Donc, du coup, j'ai dû taper dans le dur. Et donc, mon premier client, je m'en souviendrai toujours, je l'avais eu. En fait, c'était un jeudi soir. Donc, le jeudi soir, les étudiants ils font souvent la fête. Et je croise un gars dans la rue et je sais plus, je l'aide à faire un truc. Et après, il me dit merci. Et puis, je lui dis, est-ce que tu payes des impôts? Il me dit oui, bien sûr. Et donc, du coup, on a fixé un rendez-vous. Et donc, c'est devenu mon premier client. Donc, c'était vraiment au culot. Rencontre du hasard, quoi. Rencontre du hasard, rencontre du culot, et puis rencontre j'ai envie de dire, de la nouvelle façon de vendre et peut-être de s'exprimer aussi, c'est-à-dire par la sympathie et non pas par le formalisme et d'une certaine manière par le naturel, quoi. Voilà. Ouais. D'accord, ça c'est intéressant parce que quand il y a plein de gens qui sont hyper bons dans leur métier en tant que salariés et ils savent que s'ils deviennent indépendants, il y a d'autres choses qu'ils vont devoir apprendre, notamment vendre, et c'est quelque chose qui fait très peur, quoi. Ah, ça fait énormément peur, hein, vendre. Ça, c'est encore un truc. Moi, je pense que là, aujourd'hui, ça va. Tu vois, là, j'ai 37 ans. Euh, Maintenant, je me sens à l'aise et je me sens légitime parce que j'arrive vraiment à trouver la posture dans laquelle, je pense, que c'est un peu l'âge et la maturité qui fait ça, mais c'est la posture dans laquelle tu n'es plus dans une posture de vendeur. En fait, tu es dans une posture d'égal à égal avec ton interlocuteur et à un moment donné, tu es capable de lui dire, écoutez, non, je suis pas d'accord avec ce que vous dites et j'ai rien à vous, enfin, j'ai quelque chose à vous vendre, mais c'est pas ça qui me guide le plus. Ce qui me guide le plus, c'est qu'on ait d'abord une discussion équilibrée pour qu'on puisse construire quelque chose qui ait du sens. Et après, à la limite, si ça se passe pas bien, c'est peut-être par rapport à des paramètres qu'on ne maîtrise pas, vous et moi, mais en tout cas, euh, on n'est pas là pour vendre quelque chose avec l'idée que ça pourrait mal se passer. Et c'est souvent ce qui se passe au début quand on démarre. C'est-à-dire, ça peut mal se passer parce qu'en fait, je ne me sens pas compétent, syndrome de l'imposteur, etc. Et donc, du coup, on n'ose pas trop, quand le client s'impose à nous, on n'ose pas trop, quand il nous descend sur place, on n'ose pas trop lui dire, eh oh, détends-toi, je ne suis pas ton chien, ou des choses comme ça, quoi. Voilà. Ouais, d'accord, je vois. Et du coup, est-ce que dans tes débuts, il y a une erreur que tu as faite, à laquelle tu repenses? Marion, je pense que tu es au courant qu'on en fait plus d'1 million des erreurs quand on démarre, Est-ce qu'il y non? en a une qui t'a marqué plus que les autres? Euh, Ah ouais, alors ça dépend à quel niveau on se place. Je vais te dire franchement, la plus grosse erreur dans ma vie, je sais pas si je vais pouvoir tout te dire par rapport à ça, mais en fait, ma plus grosse erreur, c'est de pas avoir compris à un moment donné que j'étais plus dans la catégorie des beginners, en fait. C'est-à-dire que en fait, je vais essayer de faire des phrases simples, un exemple simple pour que tout le monde comprenne, pour pas que je m'enfile dans un truc sans fin. En gros, quand tu es auto-entrepreneur, par exemple,
et que tu factures pour 10 000 euros par mois, tu peux faire des erreurs parce que c'est normal, parce que tu démarres, etc. Quand tu commences à facturer 100 000 ou 200 000 ou 300 000 euros, il faut un avocat, il te faut un expert comptable, il te faut des locaux, il te faut plein de choses comme ça. Et quand tu refuses cette croissance qui s'associe à ta croissance de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si tu continues à penser que tu vas pouvoir garder une croissance de chiffre d'affaires exponentielle comme tu as démarré, mais par contre que tu ne t'équipes pas autour de toi de tout un tas de choses qui vont te protéger dans cette croissance, eh ben, tu risques la catastrophe. Et c'est ma plus grosse erreur, en tout cas, qui m'est tombée dessus en 2015. C'est qu'en fait, en gros, je suis arrivé à 600 000 euros de chiffre d'affaires en 2015. Et en fait, je n'avais pas du tout capté que j'étais hors calibre, quoi. Enfin, il y avait plein de choses en fait, dans mon organisation qui n'étaient plus en phase avec ce que j'étais devenu, quoi. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'est ma plus grosse erreur. Mais ça devient plus une erreur, je trouve, de chef d'entreprise qu'une erreur de freelance. Voilà. Mais c'est un autre débat après. D'accord. Et ça, c'est l'erreur au bout de plusieurs années, mais sur tes premières missions, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu as acceptées, que tu as apprises Ouais. Alors, bon, après, ça, c'est peut-être aussi propre à moi, mais c'est vrai que, en fait, moi, mon constat qui aurait pu être une erreur, mais en tout cas, c'est presque un conseil, en tout cas, tel que je le formulerais, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit une bonne… Enfin, dans l'absolu, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré que je n'avais rien à vendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, mon expérience dans la finance, ne s'est pas bien déroulée parce qu'en fait, il y a eu la crise de 2008. Je suis rentré sur le marché du freelance en 2007. En 2008, il y a eu la crise des subprimes. Et donc, en 2009, j'étais complètement hors jeu parce que plus personne ne voulait investir en rien du tout, parce que personne n'avait confiance en rien. Et donc, du coup, je me suis retrouvé dans une posture où j'ai hésité à devenir salarié, mais j'ai surtout regardé ce que demandait le marché, en fait. Mais à l'époque, je ne savais pas que je faisais ça. Et j'ai juste regardé. En fait, je me suis pointé auprès de gens qui faisaient, à l'époque, c'était de la formation. Il s'est trouvé que ça a été de la formation. Puis j'ai regardé qu'ils avaient mis des annonces. J'ai vu qu'ils avaient mis des annonces. Donc, j'en ai déduit qu'ils avaient besoin de gens comme moi. Et moi, j'en ai déduit que je ne savais pas faire ce qu'ils demandaient. Par contre, que j'avais l'enthousiasme et l'énergie pour apprendre dans un laps de temps, je l'espérais le plus court possible, ce qu'ils demandaient. Et donc, à l'époque, c'était les réseaux sociaux, que personne ne connaissait à l'époque. Ouais, 2009, c'était vraiment les débuts. Voilà, alors il y avait plein de choses autour de ça. Il y avait le référencement naturel, il y avait comment créer un site internet, etc. Et c'était des choses que moi… digital, finalement. Tout le marketing digital de l'époque, mais qu'on n'appelait pas comme ça. Et moi, je ne connaissais pas vraiment tout ça, parce que personne n'en avait donné une terminologie, toute la structure qu'on en a aujourd'hui. Mais par contre, j'avais un cursus qui me permettait d'être un peu plus légitime que certains là-dedans. Et surtout, j'avais une capacité de travail et une volonté de me surpasser là-dedans, parce que c'était ma deuxième chance, on va dire. Et donc, du coup, ce que je voulais te dire, qui était presque une erreur au départ, en tout cas, et voilà, c'était de dire, j'ai rien à vendre. Je vais simplement écouter ce que les gens demandent et une fois que j'ai à peu près compris ce qu'ils demandent, je vais, on va dire, m'investir, pour ne pas dire travailler gratuitement. Je vais m'investir dans ce sujet que je ne connais pas et à un moment donné, quand je vais sentir que mon interlocuteur est suffisamment confiant par rapport à moi, parce que je me serai suffisamment investi, à un moment donné, entre guillemets, il sera coincé, quoi, parce qu'il va se rendre compte qu'il a simplement le mec qu'il lui faut devant lui, et à ce moment-là, s'enchaîne une suite, en tout cas, se sont enchaînés une suite de mois et de mois, d'année en année, un peu comme toi, ce que j'ai compris en tout cas, de commandes qui ne s'arrêtent jamais, de gens qui font toujours appel à toi, qui te recommandent et ça ne s'arrête pas. Et en fait, à un moment donné, tu es juste obligé de sous-traiter à quelqu'un d'autre pour conserver ton client parce qu'en fait, tu es tellement content d'avoir mis en place cette gymnastique d'acquisition que tu veux pas la laisser tomber. Et donc, la pseudo-erreur que, on va dire, j'avais eue au début, c'était d'essayer de refourguer mon truc. Et là, finalement, l'approche était peut-être complètement différente. C'était d'être plutôt à l'écoute de ce qui se passait. Voilà. Ouais, d'accord. Du coup, j'allais te demander ce qui fait que ton activité fonctionne bien aujourd'hui, c'est que tu as su créer des solutions qui répondent à des vrais besoins finalement.
Ouais, alors la solution, enfin, ce qui fait que ça marche bien aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, vu que ça fait 10 ans, ça fait quand même beaucoup de choses pour que ça marche. Mais je dirais qu'il y en a une, c'est d'abord d'avoir essayé de créer une espèce d'écosystème autour de son nom personnel, ce qu'on pourrait appeler le personal branding, même si Oui, c'est un terme un peu pompeux. En tout cas, l'image que les gens vont avoir de toi, de par des articles de blog, des livres que tu as pu écrire ou simplement du bouche à oreille. Bref, il y a un écosystème d'images qu'on peut avoir à ton sujet qui doit être favorable. Ça prend du temps. Je ne vois pas d'autre chose que le temps pour ça. Et après, il y a une deuxième chose, c'est d'essayer systématiquement de se mettre à l'échelle, d'industrialiser ce qu'on fait. Tu vois, moi, par exemple, bon, c'est pas donné à tout le monde de faire ça, mais il y a des gens que je sollicite souvent, et des freelances. Je sollicite énormément de freelances aujourd'hui. Je fais travailler en moyenne à peu près 30 freelances par mois. ah oui. Et en fait, ce qui est assez fréquent, c'est qu'il y a à peu près la moitié des freelances que je vais solliciter qui vont me dire non, je ne suis pas disponible. Et moi, j'ai envie de dire, mais purée, me dis pas ça. Dis-moi, je ne suis pas disponible tout de suite, mais par contre, je serai disponible à partir de telle date et je peux faire ça, ça, ça. Et puis à la limite, on échange et on essaie de voir comment on peut travailler ensemble. Mais, et donc, ce que j'essaie de dire là, c'est que ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte que mes clients, mes prospects ne se retrouvent jamais non servis. C'est-à-dire qu'ils me demandent un truc, il n'y a pas de problème. Soit c'est moi, soit c'est quelqu'un d'autre que je vous positionne et vous serez servi. Ce qui fait que même quand il y a eu des périodes de vaches maigres, parce qu'il y en a eu beaucoup, bah finalement, je reprenais ces clients que j'avais mis sur la touche en quelque sorte pendant un certain temps. Mais qui s'en étaient pas forcément trop rendu compte. Qui s'en étaient pas rendus compte. Voilà. Enfin, en tout cas, il y en a bien qui me disent non, mais attendez, je veux pas quelqu'un d'autre que vous, je veux vous. Donc c'est sûr que ces gens-là, il y a une frustration, mais c'est un compromis. Ce que je leur dis, c'est de toute façon, j'ai pas le choix. Je suis pas disponible. Ou alors, si, alors il y a la deuxième technique, c'est d'augmenter tes tarifs. Voilà. Ouais. Ça, c'est l'éternel game. Mais là aussi, tu vois, ça c'est un truc, c'est super dangereux. Enfin, moi, je enfin, mon tarif, il a fait que d'augmenter tous les 6 mois on va dire pendant globalement 10 ans. Sauf qu'il y a des moments où j'ai fait machine arrière. Parce que Pas c'était trop. parce que c'était trop pour mes clients. Parce que faut être lucide. Tu vois, des fois, quand il y a des freelances, tu les interroges et des fois, moi, je tends un piège, tu vois, quand je les appelle. Et je leur dis, c'est quoi ton tarif? Et quand, mais c'est pas méchant, hein, ce que je dis, c'est pas, je lui tends un piège et il tombe dedans et je suis content qu'il soit tombé dedans. Je lui demande quel est son tarif et il me dit son tarif, mais il se préoccupe pas de la mission qu'il a à faire. Alors, s'il me dit, je te dis n'importe quoi, il me dit par exemple, mes honoraires c'est 500 euros hors taxe jour. Bah, ok, bah derrière je lui fais une mission de malade mental. Il m'a dit que c'est 500 euros jour. Bah, du coup, et Ouais. puis à l'inverse, s'il me dit 500 euros jour et que j'avais prévu de lui filer une mission super basique, bah, du coup, je n'ai même pas envie de lui parler de la mission parce qu'en fait, il me fait comprendre que je ne pourrais pas lui confier le projet parce que là, finalement, son tarif jour va être une barrière, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que augmenter son tarif jour, c'est notre espoir à tous. C'est quelque chose qui est quand même gratifiant pour notre travail à chacun, mais c'est aussi un piège sur lequel il faut accepter de revenir un peu en arrière aussi parfois parce que les choses changent, le Covid change. Enfin, tu vois, là par exemple, il y a eu récemment, enfin, je me suis fait cette réflexion. Là, il y a un client, donc ça fait 10 ans que je l'ai, ce client, et donc ça fait des années que les tarifs ont augmenté avec lui parce que l'expérience était là et tout. Et puis à un moment donné, il y a 2 ans, il a dit stop, maintenant c'est soit je prends quelqu'un d'autre que toi en main, soit tu baisses ton tarif de 30% hein, quand même. Ah oui. Et donc, je dis, écoute, je ne l'ai pas dit comme ça, mais c'était un peu, écoute, j'ai tellement de clients que je n'ai pas besoin de baisser mon tarif de 30% pour toi. Et le temps est passé et C'est le Covid difficile est ça arrivé. de l'expliquer avec diplomatie. Ah oui, alors ça, je pense que ça, tu vois, c'est quelqu'un qui a un peu de maturité et qui a beaucoup de bienveillance. Ça va être sa première qualité, quoi. Tu vois, c'est va t'expliquer ses problèmes. Pourquoi je ne peux pas travailler avec vous maintenant? Pourquoi je suis obligé d'appliquer ce tarif et pas un autre? Tu vois, ça, je trouve que ça dénote d'une certaine intelligence, en fait. C'est-à-dire que moi, je connais des gens, par exemple, qui ont des honoraires qui ne sont pas très élevés ou qui sont très élevés, peu importe, mais en tout cas, qui savent t'expliquer avec beaucoup de simplicité pourquoi
ils en sont là et pourquoi ils ne peuvent pas changer ça. Et du coup, c'est pas tu le sens pas mal, en fait. Tu le sens pas comme une forme Ouais. De rejet ou de… voilà, de rejet, de pédance, tu vois, un truc comme ça, quoi. Et ça, ouais, je trouve que c'est un sujet qui est pas évident à gérer en général. Je ne sais plus ce que je te disais avant, mais je me suis perdu dans mon truc. Tu expliquais en gros ce qui faisait que ça fonctionne bien pour toi, quoi. Ouais, ouais. Et que tu avais pu augmenter ton tarif tous les 6 mois pendant Oui, 10 voilà. ans, c'est quand même Et pas c'est ce rien. que je voulais te dire. Voilà, ouais, ce que je voulais te dire, c'est que tu vois, par exemple, quand il y a eu le Covid, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet organisme de formation qui était un client historique, qui depuis toujours me demandait d'intervenir en présentiel. Et comme moi, j'étais cher, il m'envoyait toujours dans les missions les plus merdiques. C'est-à-dire dans les 4 coins de la France, où en gros, en fait, c'est pas compliqué, tu avais minimum, en tout et pour tout, 10 heures de déplacement, quoi. C'est-à-dire que, OK, tes horaires sont conservés, mais tu as 10 heures de déplacement. Sauf que quand tu commences à avoir des enfants, tout ça, 10 heures de déplacement, et qu'en plus tu fais énormément de sport comme moi, 10 heures de déplacement, c'est énorme. Et donc du coup, j'ai percuté un truc, je dis mais attends, maintenant ils font que des formations à distance. Ils sont obligés de vendre que des formations à distance. Donc du coup, moi, le deal, ça paraît logique que je revoie mes honoraires à la baisse parce qu'il n'y a plus ces 10 heures de déplacement. Donc, du coup, logiquement, moi, je reste chez moi, je me lève, on va dire, à 8 heures. À 9 heures, je suis devant mon ordi. À 17 heures, c'est plié et je passe à la suite. Et tu n'as plus Et ces donc, 10 heures de déplacement. j'ai plus ces 10 heures de déplacement. Et donc, du coup, tu vois, le rapport aux honoraires, qui est souvent un élément assez bloquant, je trouve, pour le freelance, parce qu'il est souvent un peu scotché là-dessus, presque comme un gage de reconnaissance sociale, tu vois. Et ben, je trouve que, tu vois, il faut savoir le faire sauter de temps en temps pour des raisons assez logiques. Mais il faut trouver des raisons quand même, parce que si tu baisses tes tarifs quand tu es en Sans manque de raison, clients, ça veut juste dire que tu es désespéré, en fait. ouais, c'est ça. Bon, Et là, c'est dans pas ce bon pour. cas-là, c'est Ouais, logique. ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est pas bon c'est pas bon quand tu fais des tarifs qui fluctuent en fonction de l'offre et la demande, parce que, parce que tes clients, à un moment donné, ils le comprennent. Et du coup, bon, bah, ils savent bien qu'il y a des moments où ils feront jamais appel à toi parce qu'en fait, tu joues sur l'augmentation des tarifs, quoi. Ouais. Ouais, bah, je comprends. Et du coup, si tu prends du recul sur ces 10 années, ce serait quoi le moment le plus cool que tu aies vécu grâce à cette activité freelance? Je crois que le moment le plus cool que j'ai commencé à vivre et que je vis encore aujourd'hui, c'est quand j'ai commencé à comprendre, euh, enfin à déléguer, mais, euh, mais comme un malade mental, quoi. C'est-à-dire que la moindre tâche, je la sous-traite à fond et je fais en sorte que mon freelance à qui je sous-traite devienne un coéquipier. Tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment sympa. C'est quand tu commences à être. Parce que en fait, quand tu es freelance, ce qui est dur, c'est que si tu n'as pas la patate chaque jour, ben, tu n'as pas de quoi te nourrir chaque jour, on va dire, quoi. Ouais. Et, et, et du coup, ce qui commence à être cool, c'est quand tu commences à déléguer. Alors, ça peut être des tâches simples comme je sais pas, moi, gérer ta paperasse, gérer les demandes entrantes, gérer ton site internet, des choses comme ça. Et donc, de trouver le juste freelance à chaque opération, justesse en termes de compétences, en termes de feeling, en termes de prix. Et là, ça commence à devenir assez kiffant parce qu'en fait, chaque fois que tu as une idée, tu la transformes en tâche et tu la confies à quelqu'un et tu laisses ce quelqu'un lancer ton idée à fond et tu vois si l'idée elle mord. Et si elle mord, et ben après tu peux la faire grossir. Et du coup, tu deviens plus un espèce de chef d'orchestre, un moteur d'idées et tu mets en musique les idées, mais c'est pas toi forcément qui te sens obligé de les réaliser. Et ça te permet de satisfaire, je trouve, cette espèce de frustration que tu peux avoir comme freelance à faire toujours la même chose. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Cette espèce d'expertise qui te légitimise, mais qui, au fait, joue aussi dans ton ennui quotidien, quoi. Ouais. Non, puisque tu expliques, ça veut dire aussi que c'est pas parce qu'on est freelance qu'on doit toujours travailler tout seul. Et c'est pas aussi parce qu'on est freelance que bah, finalement on est plafonné sur ce qu'on peut faire. Parce que si tu délègues, si tu arrives à prendre des missions et en sous-traiter une partie ou même l'intégralité,
finalement, tu n'as pas de plafond de verre, quoi. Ouais, 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 ouais. Et puis c'est même dangereux parce que, en fait, tu vois, on va prendre un exemple simple que j'avais personnellement anticipé, mais j'avais toujours quand même ouvert l'idée que ça pourrait ne pas se passer comme ça. Quand j'ai commencé à avoir mon expertise sur les médias sociaux, c'est pas compliqué, il n'y en avait pas beaucoup qui intervenaient là-dessus. Et en plus, moi, j'avais écrit un livre sur le sujet, donc j'étais ultra légitime. Seulement, j'étais persuadé que c'était un sujet tellement sexy qu'il y allait avoir énormément de consultants qui allaient se lancer dessus dans les mois à venir. Je sentais comme ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si je m'étais entêté dans cette posture d'expert, qui m'ennuyait aussi parce que du coup, j'étais face à des gens qui débutaient sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu as une posture d'expert et que tu es toujours face à des débutants, c'est pas évident. Mais si je m'étais entêté dans cette posture d'expert sans abandonner cette expertise, on va dire, pas cette expertise, mais en tout cas cette revendication d'expertise, bah, du coup, j'aurais pu, on va dire, mal vivre ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire des champs à non plus finir de consultants en social media, etc., quoi. Ouais. Donc, bon, savoir se diversifier, quoi. C'est ça qui n'est pas évident. Développer une expertise et en même temps, toujours développer quelque chose qui pourrait être la suite, quoi, hein. Il y a des sujets qui ne sont pas une suite, hein, il y a des sujets qui sont une fin en soi. Mais il y a toujours une phase de déclin, en fait, à un moment donné. Ouais, il faut être prêt un peu à se réinventer, à évoluer. Ouais, c'est Et ça. du coup, j'ai l'impression qu'en 10 ans, tu as énormément fait évoluer ton activité et qu'aujourd'hui, tu es hyper entouré, que tu t'es plus vraiment un freelance finalement, mais presque plus un chef d'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors? Alors, d'abord, j'essaie toujours de rester un freelance parce que vraiment, ça fait vraiment partie de mon ADN. Ça me protège énormément, ça me conforte que je pourrais toujours m'en sortir. Du coup, ce que tu peux me souhaiter, je te propose de me souhaiter d'arriver à m'intersectoriser. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu construire dans l'univers de la formation, j'aimerais bien le répliquer dans plein d'autres sujets, dans l'univers de conseil, dans la prestation de services, dans plein d'autres choses. Et j'aimerais bien pouvoir faire ce que j'ai fait dans la formation, c'est-à-dire que j'ai créé des espèces d'écosystèmes qui, en un simple clic, me permettent de créer des offres. Ben, j'aimerais bien pouvoir faire ça dans d'autres secteurs. Voilà. D'accord, ce que tu fais, pouvoir le faire sur d'autres secteurs d'activité pour voir des choses Ouais, plus variées, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Vraiment me diversifier en utilisant toute la machine que j'ai pu construire depuis toutes ces années, avec des espèces d'algorithmes. Enfin, je ne peux pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué, mais voilà, j'aime bien fabriquer des machines à réussir et j'ai eu l'impression en tout cas d'avoir fait ça et je pense que je peux arriver à le mettre à l'échelle dans d'autres secteurs. Voilà, c'est ça ce que Bah j'aimerais écoute, bien faire. tout ce que je te souhaite alors. Je te remercie d'avoir pris ce temps de discussion. C'est hyper riche. Et puis ton parcours où tu as fait que augmenter au fil des années, c'est vraiment hyper intéressant parce que pour un freelance, tu as un petit peu toujours la question de quelle est ma limite, quelle est la suite, quels sont les modèles vers lesquels je peux évoluer. Donc c'est vraiment super intéressant. Ouais, ça marche. Bon, la croissance n'est pas qu'une seule façon d'évoluer, même si ça a été la mienne, celle sur laquelle j'ai voulu tabler. Mais je pense que en fait, je ne sais pas. Euh, je pense qu'il y a des freelances qui peuvent très bien faire la même chose toute leur vie et ça leur ira bien. Peut-être même aussi développer une expertise. Euh, Peut-être qu'il y a aussi une autre forme de croissance qui est donc sur la diversité des interventions, comme on disait tout à l'heure. Mais peut-être qu'il y a aussi encore d'autres formes on va dire, de développement. C'est surtout là-dessus que je voudrais, on va dire, appuyer par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas, enfin, la croissance du chiffre d'affaires n'est pas forcément révélatrice d'une réussite, elle est plutôt symbole d'une volonté de faire les choses différemment, de construire quelque chose peut-être plus large. Mais je pense pas que, enfin, si je me mets à la place d'un freelance aujourd'hui, je, je, je voudrais juste qu'ils prennent pas peur en se disant que l'objectif c'est de grossir son chiffre d'affaires. Ouais, C'est juste ça qui ouais, je m'interroge. comprends. Chacun doit avoir ses propres ambitions, ses propres Ouais, ouais, je objectifs. pense, ouais. Qui sont aussi très liées à notre vie perso, hein, parce que notre activité freelance, elle est là pour servir notre vie, en fait, en fonction de ce qu'on a besoin de gagner, du temps qu'on veut, de l'organisation qu'on veut pouvoir mettre en place. C'est bon, c'est hyper important, je trouve.
C'est sûr, ouais. C'est sûr. Ben, toi, je pense que tu as trouvé ta voie en la matière parce que ça fait un petit moment que tu fais ça. Ouais, complètement. Donc, je pense que Complètement. toi, pour le coup, tu auras un témoignage bien différent du mien, mais ouais, enfin, chaque freelance a son positionnement. Je pense qu'il faut surtout être aligné, quoi. Tu vois, le terme qu'on entend souvent et qu'il faut vraiment s'intégrer, c'est est-ce que je suis aligné? C'est-à-dire, est-ce que je veux, par exemple, me faire plaisir dans mon job? Ok. Est-ce que pour me faire plaisir dans mon job, il faut que je concède de pas bosser chez moi, ou est-ce qu'il faut que je concède de bosser chez moi, ou est-ce qu'il faut que je concède d'avoir moins de revenus, ou je sais pas, ou d'aller à Paris alors que j'ai pas envie d'y aller? Et si tu es aligné par rapport à ce que tu as accepté de prendre pour qu'est-ce que tu as accepté de lâcher, ben, du coup, tu te retrouves à peu près en phase avec toi-même. Et si des choses changent dans ton équation, ben, tu peux les faire changer. Mais tu vois, des fois, moi, il y a des trucs qui me font marrer. Par exemple, tu as des gens, qui n'ont pas de vocabulaire. Enfin, quand tu parles avec eux, tu sens qu'en fait, ils débutent sur la technologie sur laquelle tu les sollicites. Et donc, tu dis, bah, s'il débute, c'est que moi-même, je prends un risque en le sollicitant, Oui, parce que du coup, je prends un risque complètement. qu'il me perde du temps, qu'il me plante. Et après, il te donne un tarif astronomique. Bah, ça, c'est pas aligné, tu vois, il y a un problème. C'est-à-dire que Le tarif ne va pas avec les compétences, ou en tout cas avec la valeur perçue, quoi. bah voilà, c'est-à-dire que lui, en fait, ce qu'il a fait à un moment donné, je pense, c'est qu'il y a un collègue qui lui a dit, bah, ton tarif, ça doit être de temps. Parce que tu vas vendre ça. Et donc le gars, il a foncé bille en tête et il croit être aligné, mais en fait, il ne l'est pas parce qu'il a probablement pas assez d'expérience pour sentir ce que c'est que le métier. Et donc peut-être que la notion de plaisir, il n'y est pas forcément là. Enfin, tu vois, je pense que l'alignement, en tout cas, va assez rapidement se voir au côté en phase pour le client. C'est-à-dire que si t'es pas en phase avec toi-même, le client, à un moment donné, il le sent et donc du coup, ça fonctionne pas. C'est important, ouais, parce que ça joue du coup sur cette fameuse si importante première impression qu'on donne à tous nos prospects. Et bon, bah, le secret d'une activité freelance qui marche et qui dure, c'est aussi d'avoir des clients régulièrement. Et si tu sais pas convaincre, bah, c'est foutu, quoi. J'avais vu que tu avais posté un truc là-dessus. Je me souviens plus si c'était une photo ou une vidéo, une infographie ou une vidéo. Euh, ouais, la première importance. Ouais. Alors souvent déjà, elle commence par téléphone et par mail, tu vois. Franchement, Ouais, quand tu vois des gens quand tu vois qu'il y en a qui, par exemple, mettent 2 semaines pour répondre à ton mail, ou alors qui décrochent le téléphone et en fait, ils n'arrivent pas à sentir que l'entretien va durer 20 minutes ou alors que 5 minutes et donc du coup, ils s'en mêlent les pinceaux en mode bah, je suis obligé d'écourter, au revoir, hein, on se rappelle. Hein. Ouais, mais non, enfin, si tu es un professionnel, si tu es à peu près construit dans ta démarche, que tu as un peu d'expérience, bah, quand tu as quelqu'un au téléphone, tu dis écoutez, je suis content de vous avoir au téléphone, c'est super, merci de m'avoir appelé. Mais est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour demain à 14 heures? C'est possible? Non? Ok, quel jour? Ok. Et tu vois, la première impression dont tu parles, je trouve que c'est souvent on imagine ce que je vais, la tête à laquelle que je vais avoir quand je vais te voir. Mais c'est aussi beaucoup de petits signaux. Enfin, moi, ouais. je fonctionne énormément par les micro-signaux. Quand je vois la signature mail de la personne, quand je vois son e-réputation, tu vois à quoi elle ressemble sur Google, tout ça, c'est des signaux qui sont pas forcément. C'est des a priori, hein. Ça constitue a priori, mais Mais je qui trouve que compte. ça. Ah ouais, ça compte énormément. Enfin, moi, je me fais souvent je me fais des, comment dire, c'est pas que je mets les gens dans les cases, mais enfin, on va dire, je les mets dans les cases temporaires des freelances avec lesquels je travaille. C'est-à-dire que je me dis souvent, compte tenu des informations qu'il m'a données, pour l'instant, je m'excuse si tu as entendu. C'est l'heure du goûter, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Souvent, je les mets dans des cases temporaires. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des éléments qu'il m'a donnés, je le dis, ben, écoute, je me parle à moi-même. Hein, je me dis, ben, je ne sais pas si je me trompe ou pas, mais en tout cas, les éléments que j'ai relevés, c'est ça, ça, ça et ça. Et donc, du coup, ça me permet de penser que ça. Voilà, pour l'instant, Ouais. l'image, c'est ça, quoi, jusqu'à ce qu'il prouve Voilà, le contraire. c'est ça. Et donc, du coup, après, j'essaie de casser dans cette case dans laquelle je l'ai mis pour essayer de voir si je me suis trompé ou pas. Et si après, il s'enferme là-dedans, enfin, c'est pas positif ou négatif, c'est simplement, il va confirmer qu'il est bien dans cette case-là. Et du coup, je sais du coup ce que je peux attendre ou ne pas attendre de cette personne-là. D'accord.
Et du coup, bon, après, ça peut être bon, ça peut être en sa faveur ou en sa défaveur, hein, peu importe. Mais c'est vrai que la manière dont on se comporte, en tout cas, on se présente, l'image qu'on donne, ouais, c'est sûr que ça va assez rapidement donner à notre interlocuteur une opportunité pour lui de faire appel à nous ou de pas nous solliciter, quoi. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. C'est intéressant parce que toi, tu as le regard freelance et cliente freelance du coup. Et Donc, ouais, je pense que tu donnes plein de conseils qui ont énormément de valeur qui vont pouvoir aider beaucoup les consultants qui vont vouloir se lancer. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Bah écoute, merci beaucoup Romain. C'est top d'avoir pu partager tout ça avec toi et de ressortir avec autant d'infos. Écoute, merci à toi. C'était sympa de partager ça. C'est toujours aussi pour moi intéressant de faire ce qu'on appelle l'effet miroir, hein. C'est-à-dire que quand je restitue ce genre d'informations, ça m'aide aussi à me construire, à sentir un peu les choses, comment je les pense et comment je les souhaite aussi pour ceux qui veulent entreprendre, que tu accompagnes vraisemblablement. Exactement. Bah, merci beaucoup en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Alors moi, ce que je retiens, il y a plein de choses évidemment à retenir, mais la chose qui me marque, c'est que finalement, il n'y a vraiment pas de meilleur moment, il n'y a pas de moment idéal pour se lancer. Vous trouverez un petit peu toujours une raison qui vous dira non, là, c'est pas le moment. Allez-y quand même, si vous avez envie de vous lancer, créez-vous les bonnes conditions et démarrez, passez à l'action. Alors justement, pour passer à l'action, vous avez dû remarquer que je propose plein de contenus qui vont pouvoir vous aider. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne, il y a des articles de blog, il y a la boîte à outils avec tout un tas de documents qui vont vous aider dans votre démarrage. Il y a également tous les lundis à midi sur YouTube Live, la permanence des freelances. C'est un moment privilégié pendant lequel vous pouvez me poser toutes vos questions, toutes les questions que vous avez qui portent sur le freelancing. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être vraiment accompagné individuellement, sachez aussi que je propose une formation pour réussir votre démarrage en freelance. Elle se passe 100% à distance et elle est finançable dans le cadre de votre CPF ou par exemple par Pôle emploi. On va voir ensemble tous les piliers pour construire une activité de freelance qui fonctionne et qui dure. Donc on va voir comment construire votre projet, comment construire votre offre de service, fixer vos tarifs. On va voir ensemble comment trouver vos clients et comment les garder aussi, c'est important. On parlera des actions administratives que vous allez avoir à faire au début et puis un peu toujours aussi, et également de votre organisation. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur la page, je vous mets le lien juste en dessous et je vous dis à très vite.